Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je vous souhaite la bienvenue dans Trail Business Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du trail running. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter dédiée à l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes et des territoires. Milestone organise également chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Si je vous dis wise, à quoi pensez-vous ? En français, cela signifie sage, mais dans le monde de l'ultra trail, c'est la marque premium d'équipement à forte soutenabilité et qui est partenaire de cet épisode de Trail Business Club. Le couple de pratiquants fondateurs, Axel Nardou et Guillaume Bocas, a installé son entreprise à Annecy. Depuis 2019, Wise innove autant par ses produits que par son modèle économique vertueux. Les produits sont notamment co-développés avec la communauté grâce aux plateformes digitales. Les matières sont fabriquées par un fleuron de l'industrie française et assemblées au Portugal dans un atelier à la pointe technologique. Tout cela avec un objectif, pas de compromis technique ou environnemental. Alors, n'attendez plus pour découvrir cette marque qui relève les défis de notre époque. Rendez-vous sur le site à l'adresse wisetrailrunning.com. Je reçois aujourd'hui Sylvain Laure, peu médiatique, mais c'est un entrepreneur autodidacte et surtout un grand sportif. Il y a 16 ans, il crée une marque devenue aujourd'hui une référence dans l'univers du triathlon, du trail et du running. J'ai nommé bien sûr Compressport. Il revient de l'Ironman de Nice, qu'il a bouclé avec sa fille sur le format 70-3. Il s'est qualifié il y a quelques jours pour le championnat du monde du côté de la Nouvelle-Zélande, qui aura lieu au mois de décembre. Mais c'est avant tout de business que nous allons parler ensemble, son histoire, la genèse de la marque et sa vision du sport. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci de m'accorder de ton temps et bravo pour cette qualification au championnat du monde de triathlon en Nouvelle-Zélande. C'était un objectif pour toi qui t'es un petit peu remis au triathlon après être passé par le trail ? Oui, l'envie était en effet toujours autour de l'ultra-endurance, étant donné que Compressport est très très impliqué dans le trail avec la majeure partie de l'équipe. Pour moi, le jeu était de revenir un peu aux premières amours et de voir un petit peu. Ça faisait 10 ans qu'on s'était je m'étais un petit peu écarté du triathlon et c'était intéressant de revenir, voir comment avait évolué la communauté. Donc l'idée était de mettre un peu en suspens le trail pour retourner au tri et réavoir le feeling et re-rencontrer cette nouvelle génération. Alors justement, on en parlera dans ce podcast un petit peu plus tard sur ta vision justement un petit peu comparative de l'évolution du triathlon, le sport duquel tu viens, et du trail, sport que tu as beaucoup pratiqué. On a même pratiqué ensemble à nombreuses reprises. Hein. Je me souviens Évidemment, d'affrontements sur la battu, hein. Pierramenta été. On s'est battu sur l'OCC, peut-être même la MCC. En tout cas, j'ai passé des bons moments avec toi. C'est vrai. T'es quelqu'un de pas forcément très très médiatique. Même très peu habitué aux réseaux sociaux, et je dirais même pour taquiner un peu éloigné de la technologie et du téléphone. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es ? Avant tout passionné, tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière depuis les débuts était bâti sur la passion et essayer de vivre de ses passions et de garder la liberté en vivant de ses passions. Donc j'ai pas eu un parcours scolaire extraordinaire, donc il a fallu cravacher ensuite et le mieux quand on doit passer des heures à travailler, c'est de travailler des heures sur des choses qui vous passionnent. Et donc, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, au tout début, en travaillant pour un patron fantastique qui m'a donné lui aussi cette énergie et qui avait monté un empire bâti lui-même sur sa passion, et puis ensuite toute l'évolution que j'ai pu avoir sur la partie marketing, et ensuite la création de produits pour le bien-être en pharmacie, et l'évolution sur Compressport. C'est comme ça que j'ai bâti on va dire les 40 dernières années.
On peut citer ce patron qui t'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Ah oui, bien sûr. Il s'appelle Aceo Angelini et je dîne avec lui une fois par an et c'est toujours un immense plaisir. Bon, l'âge avance, donc j'en profite au maximum et on se fait d'une manière systématique un dîner ensemble et c'est toujours un immense bonheur. Je l'embrasse. C'était dans quel univers? C'était dans l'univers de la photogravure. C'est-à-dire, bon, maintenant ça parle plus beaucoup aux gens, mais c'était ce qui permettait de faire le transfert à l'époque entre le graphiste et l'imprimerie, ce qu'on appelait, ça faisait partie de la pré-presse, on va dire. C'était ce qui permettait de réaliser les films qui allaient sur les cylindres des machines pour pouvoir faire des impressions. Et ce gars-là est un personnage absolument extraordinaire qui est arrivé de Milan très très pauvre et qui a fini leader européen dans le domaine de la photogravure. Et son entreprise existe toujours. Voilà. Donc un exemple d'un autre temps peut-être. En tout cas, toi, t'es passé par la photogravure, t'es passé de mémoire par aussi les produits de beauté, hein, par un petit côté pharmacologie. Et aujourd'hui, tu es à la tête de Compressport. Alors on y reviendra parce qu'il y a des changements depuis 2008, où Absolument. 2008 est une année importante puisque tu crées cette marque Compressport, qui est forcément la compression, ouais, enfin de compression et de sport. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as créé cette marque, d'où est venue l'idée et l'histoire, parce qu'il y a vraiment, je crois, des anecdotes autour de cette marque. Alors oui, en fait on avait en effet un laboratoire et nous réalisions, on créait, on fabriquait pas, mais on créait des produits dans l'environnement du bien-être. Donc c'était à la fois de la diététique et de la cosmétique. Et on était une petite équipe dont une personne que tu connais très certainement qui s'appelait Roland Clavry et qui était un bon trailer, qui était un bon triathlète, qui est devenu un bon trailer. Et en fait, on était une petite équipe, on était une quinzaine de personnes et on était des fous de sport. Donc notre passion à ce moment-là, c'était en effet créer, on s'intéressait beaucoup à la diététique et à la cosmétique. On créait tous les ans, on créait de nombreux produits pour notre propre marque ou pour nos propres marques ou en marque blanche pour d'autres personnes qui venaient nous acheter des idées qui étaient souvent marketées. On fabriquait pas. Et on avait comme ça, en effet, une marque de cosmétotextile. Cosmétotextile, c'était à l'époque, c'était des produits dans lesquels étaient incorporés des microcapsules. Et ces microcapsules d'huile essentielle, donc c'est des produits magnifiques et ces microcapsules d'huile essentielle permettaient, c'est tiré là aussi du médical, puisque c'était à la base pour traiter les gens qui avaient des problématiques de diabète et chronolibérer comme ça des traitements. Et on avait converti, enfin d'autres aussi faisaient travailler sur ce principe-là, et ça nous permettait d'intégrer des huiles essentielles et de chronolibérer des huiles essentielles pour différents types de traitements. Et nous, on avait en fait associé les effets bénéfiques de la compression pour toutes les problématiques de jambes lourdes, de retour veineux, et ces huiles essentielles. Et cette marque était une très belle marque, de très beaux produits, mais commercialement, c'était un parfait insuccès. On a compris ensuite pourquoi. Et on avait une surprise. Donc à l'époque, en effet, on avait vu Paula Radcliffe. On se rappelait de Paula Radcliffe qui avait gagné Londres avec ses chaussettes de compression et avec entre autres avec Roland, il nous est venu l'idée d'essayer. Et en essayant, on a tout de suite vu que le confort ça a emmené au niveau proprioception, c'était juste extraordinaire. Et pour moi, ce qui a été un déclencheur, c'est qu'à chaque fois qu'on en donnait voilà une paire, on nous en demandait systématiquement derrière, on nous demandait une paire et les retours étaient merveilleux. Donc on a arrêté les produits en pharmacie, on les a convertis, on a converti tout ce que l'on avait appris, mais pour le sport. Et en même temps, comme on faisait énormément de sport, bah, tout de suite on s'est dit
il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Compressport. Et juste, tu disais la société précédente avait été un non-succès et vous saviez pourquoi. Tu peux nous dire pourquoi ça n'avait pas fonctionné? Parce que c'est peut-être des choses qui t'ont servi par la suite. Oui, alors la société était un gros succès dans l'ensemble, mais on avait beaucoup de produits et certains marchaient mieux que d'autres. Et celui-ci, typiquement, hein, ça s'appelait à l'époque Soluvénol. Et ce produit-là, on l'avait vraiment dirigé pour la pharmacie. On avait la prétention de se dire qu'on allait révolutionner les produits qui aident au retour veineux, donc les chaussettes de compression dans la pharmacie. Il s'avère que c'est un domaine qui est occupé depuis de nombreuses années par de très grosses sociétés et que nos produits n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale. Et je pense qu'on a été confronté à ça, c'est-à-dire on avait des produits que les gens adoraient quand ils les utilisaient, mais ils étaient obligés en pharmacie de les acheter. Et en France, puisqu'à l'époque nous étions vraiment franco-français dans cette première entreprise, et il s'avère qu'en France, on n'achète pas ces bas de compression, on se les fait offrir par l'État d'une certaine manière. Voilà, je pense que ça a été vraiment le gros enseignement. Mais ce qu'on a pu tirer comme, ce que j'ai pu tirer comme enseignement aussi, ça a été quand on a créé Compressport. Savoir que pour l'anecdote, j'avais dans mon équipe une personne qui travaillait avec moi depuis une dizaine d'années. Et quand on a créé Compressport, j'ai revendu ma première société à cette personne qui travaillait avec moi depuis une dizaine d'années, qui lui-même a revendu la première société que je lui avais vendue et qui nous a rejoint depuis maintenant à peu près aussi une dizaine d'années. Donc il est chez Compressport depuis une dizaine d'années. Donc c'est une grande histoire de fidélité. Il s'appelle Gilles Lupi. Et je crois, pour avoir échangé aussi avec Guillaume Vautier, qui m'a beaucoup apporté et que je connais depuis longtemps, hein, depuis le début de sa présence à Compressport, Guillaume me disait aussi que, comme toutes les startups qui ont souvent une anecdote, Compressport, on a une assez forte qui me rappelle aussi celle que j'ai eue avec Oka, qui a commencé vraiment au bord d'un salon du côté des États-Unis avec Nicolas Mermou. Je crois que tu as presque imité cela sans le savoir. En fait, tu as imité cela du côté d'Hawaï, c'est ça? Dans la rencontre avec Guillaume. Non, non, dans le côté salon où tu viens, où tu arrives sur un salon et en fait, tu trouves un peu presque la porte ouverte, entrouverte, un peu de lumière, et finalement tu t'installes et c'est presque le début de la success story, c'est ça? Alors c'était pas Hawaï, c'était l'Ironman de Nice. C'est pour ça que hier encore, c'est toujours un pincement au cœur pour nous quand on arrive sur Nice. En fait, c'est ce qui s'est passé. On avait donc cette marque, on avait converti après ces produits en pharmacie, la transformation de ces produits en pharmacie pour la pharmacie au sport, avec on avait designé le produit. C'était amusant parce que c'était très inspiré. Je sais pas si tu te souviens d'une marque de handball, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Panizzi. Quand on était entre guillemets gamin, donc avec un très gros branding, et c'est l'origine même du branding de Compressport sur les manchons de mollets, ça vient de cette marque italienne, et ce qui a été une aide au succès très importante. Et en fait, on avait donc converti ces produits et on s'était fait prêter à moitié loué par une très belle marque qui s'appelle 0D, et ils nous avaient sous-loué 1 mètre de stand à Nice. Et oui, ça a vraiment démarré. Donc, on est arrivé avec sur ce mètre linéaire. On a posé nos produits qui à l'époque n'étaient quasiment pas packagés. Et le succès a été immense et immédiat. C'est-à-dire, on a vendu en l'espace de 3 jours, je crois quasiment 400 paires. Et tout le monde, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que tout le monde comprenait le produit sans même avoir quasiment à l'expliquer. Et ça avait été un choc pour moi qui avait passé
les 20 précédentes années à devoir marketer des produits. Quand un produit, vous le posez sur la table, que tout le monde le comprend, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, ce que j'appelle aujourd'hui l'attractivité. Et chaque produit, chaque innovation, quelle que soit la qualité, il y a une notion d'attractivité qui est très importante, où les gens comprennent plus ou moins. Et c'est comme ça qu'on crée des best-sellers. Donc oui, c'est né à Nice. Et à partir de Nice, au lendemain le lundi matin, en fin de compte, en rentrant, déballant ou en remballant plutôt notre bout de stand, j'ai fait une liste de choses sur un papier, recto verso, une liste de points que je rêvais. Et entre autres, c'était de pouvoir amener cette idée sur les autres courses dans le monde entier. Et 2 ans après, on était à Hawaï. Alors j'étais un petit peu trop rapide au final, même si Nice était finale du championnat du monde en Oui, 2023, il me semble. absolument. En tout cas, ta vision, elle a tout de suite été, tu viens de le dire, la transition est parfaite, internationale, puisque j'ai lu dans une interview que tu préférais créer un produit pour 100 pays que 100 produits pour un pays. Ça a été aussi la clé du succès dès le début. Oui, franchement, en plus, on a été, oui, ça a été la clé. Enfin, j'avais la précédente entreprise qui était vraiment un très joli succès, mais on créait et on passait beaucoup d'énergie à créer de nouvelles idées. Et dans le domaine de la cosmétique et la diététique, il faut avoir il faut des idées, des histoires, des qualités de produits, c'est-à-dire il faut être très sensible aux textures, aux odeurs, euh, et, et c'est beaucoup d'énergie quand on doit vendre que dans un seul pays. Et à l'époque, je m'étais dit bon, la prochaine histoire sera un seul produit est distribué dans un plus grand nombre de pays. Il s'est avéré que ça a été très facile pour nous parce que et bénéfique parce que cette idée de compression, alors on avait comme colonne vertébrale Ironman, et c'est pour ça qu'on a gardé depuis ce temps-là une relation extraordinaire avec ceux qui dirigent Ironman encore aujourd'hui. Et ça a été vraiment là aussi sur les conseils d'un ami australien qui m'avait dit, écoute, quand si Compressport est successful en France, prends-la comme colonne vertébrale Ironman et traverse le monde avec la même histoire. Et c'est exactement ce qu'on s'est employé à faire. Ça nous permettait en plus de ça d'aller dans les différents pays, de faire nous-mêmes les courses, puisque c'était quand même ce qui nous amusait le plus au départ, et de rencontrer les athlètes, d'être reconnus par les athlètes. Et je dirais que ce qui a été vraiment bénéfique pour la marque, c'est que quand on se retrouvait, quel que soit l'endroit sur la planète, on avait 5 Italiens, 5 Australiens, 5 Anglais, 5 Français, et tout de suite, on était la marque numéro 1, la plus vue, avec notre très gros branding. Donc les gens ne cherchaient pas, lisaient la marque directement sur les produits. Les top athlètes, Chrissy Wellington, Craig Alexander, tous ces fantastiques athlètes comprenaient aussi, et on a équipé, on leur a vendu, offert et ensuite sponsorisé. Et donc c'est comme ça que ça a été très très vite, et on avait cette énergie et cette volonté à aller très très vite, et c'était vraiment chez nous une histoire de passion, et l'export était une histoire de passion. Voyager, d'où la phrase "Wherever you race, we support you", c'était vraiment cette notion de voyage qui était importante pour nous. Est-ce que tu penses justement que le fait que tu sois pratiquant de triathlon, ça a favorisé cette implantation dans le monde du sport? Je pense que, alors moi j'ai jamais été professionnel, hein, donc j'ai été on va dire un age group passionné. Donc quand on travaille beaucoup, on arrive à être pas trop mauvais, mais je n'ai toujours été vraiment qu'un age group passionné. Donc oui, je pense que ça c'est important. Je parlais tout à l'heure de texture, d'odeur.
quand on crée des produits, que ce soit un manchon de compression, bon, c'est très particulier parce qu'en plus de ça, à l'époque, c'était vraiment nouveau. Les produits que nous avions, le succès que nous avons eu, il est lié au fait aussi que les produits que nous avions créés, le produit que nous avions créé, comparativement à d'autres marques qui étaient sur le marché, c'était un produit qui venait à la base. C'était un produit qui était créé pour le retour veineux, c'était plus pour les femmes que pour les hommes. Et donc on était déjà atypique dans le sens où on avait des produits très fins, très confortables, très doux, alors que les produits faits pour les hommes à cette époque-là étaient plutôt robustes, solides, raides. Et c'est en cela que je dirais vis-à-vis de la concurrence, on a été très vite parce qu'on a apporté des produits qui étaient très confortables. Donc oui, la pratique, c'est important et au sein de l'équipe, on a, je parlais de Roland, mais Guillaume, tu connais bien, et toute l'équipe, Jordi Solé, qui a été un personnage très important de l'équipe. On était tous des fous passionnés d'ultra et on faisait 8-10 courses allez, on va dire entre 5 et 10 courses par an. Donc tu te mets toi-même vraiment en condition. Et puis tu as les courses, mais tu as tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les entraînements qui prennent 15-20 heures par semaine. Et tu peux pas mentir. Donc tu sais quand un sac à dos marche, tu sais quand un produit, une chaussette. Nous on a passé l'anecdote des chaussettes, c'était très amusant, mais on a passé des journées à traverser des rivières avec sur le pied gauche les chaussettes de la concurrence ou nos propres chaussettes, nos propres évolutions, et sur le pied droit à l'autre, et voir en combien de mètres l'eau s'évacuait. Et ce qui fait le succès de notre Pro Racing Socks aujourd'hui, avec sa manière dont elle est conçue, qui je crois ressemble à aucune autre chaussette aujourd'hui, encore aujourd'hui. Enfin, on a pas mal de copies, d'inspiration, mais c'est une chaussette qui ne fait que grandir encore. Alors tu parlais de cette concurrence, on les connaît un petit peu, hein. Il y avait un concurrent fort en France, c'était BV Sport, mais vraiment localisé sur la France. Tu avais aussi du côté du médical, on a vu une équipe à un moment se monter autour de Sigvaris, de Tuan. Il y avait CEP en Allemagne, je crois, qui est aussi autour du médical. Est-ce que vous, dans cette construction un peu, on va dire, cartésienne, puisqu'il fallait prouver que les produits étaient efficaces, vous avez dû après procéder à des tests en labo qui ont confirmé tout ce que vous ressentiez sur le terrain? Alors immédiatement, c'est-à-dire que Arnaud Ménétrier, qui préparait son doctorat à l'époque, ça doit faire à peu près, je dirais, 13-14 ans aujourd'hui, nous avait demandé, venant moi-même de la cosmétique et de la diététique, en fait, si tu t'intéresses aux textures, si tu t'intéresses aux molécules, à ce qui peut rentrer et pas dans l'épiderme, obligatoirement tu rentres dans un schéma où tu dois comprendre pour concevoir. Et donc pour moi c'était à la base une obsession, puisque tout ce que l'on avait pu voir comme bibliographie, ça venait soit du médical, à savoir que ça a été donc la base de communication de nos concurrents pendant longtemps. Et nous, je veux dire, quand tu es athlète, dans le médical, c'est du statique, alors que nous, on est en mouvement. Et donc, ce qui a été pendant longtemps mis en avant, s'est avéré relativement faux dans l'évolution du temps et de la compréhension pour la compression pour le sportif. Et c'est-à-dire les problématiques de retour veineux, le sportif en a avant, après, mais n'en a pas pendant. Par contre, l'absorption des chocs et ces éléments-là, ça c'est vraiment la compression a une efficacité extraordinaire
sur ces éléments-là, casse de fibres musculaires, et puis ensuite des évolutions, même la compression, puisque nous avions arrêté de l'appeler contention, puisqu'on voulait sortir absolument de ce côté médical. Et ensuite l'aérodynamie et tous ces éléments-là, et des choses, on a poussé très très loin avec le côté lymphatique. Donc oui, très rapidement, pour moi, ce qui était important, c'était d'arriver à être autonome sur l'objectivation de tout ce que l'on pouvait ressentir, quels que soient les niveaux, c'est-à-dire qu'est-ce que pouvait ressentir un pro qui s'entraînait plus de 30 heures par semaine, et qu'est-ce que pouvait ressentir, en bien ou en mal, un amateur qui ne faisait que 2 entraînements par semaine et qui cherchait à utiliser la compression pour affaiblir, enfin pour l'aider à mieux performer et à avoir moins de douleur. Donc Arnaud est venu me voir un jour et il menait une étude comparative entre la cryo et la compression. Et du coup, on a fait ces comparatifs cryo-compression et cryo plus compression. Et là, on s'est mis à comprendre. Moi, j'ai compris comment il montait ses protocoles, et il s'est avéré que la relation avec Arnaud a été fantastique. C'est un ultra scientifique. Et moi, je suis plutôt un ultra passionné, rêveur et quelqu'un qui rêve vraiment à créer des produits qui n'existent pas nécessairement sur le marché. Et donc on a une communication très forte. On s'est compris tout de suite. Je pense que il m'apportait ce que je n'avais pas, je lui apportais ce que je n'avais pas, parce que lui au début il était vraiment dans les protocoles extrêmement carrés et donc il a ouvert un petit peu je pense qu'il a une ouverture d'esprit. Je l'ai aidé à avoir une ouverture d'esprit un peu plus large. Et lui, à m'apporter des réponses très carrées. Et à partir de là, ça nous a permis, en effet, de pouvoir continuer à construire nos produits et à tout comprendre, enfin à comprendre un maximum. Je parlais du lymphatique tout à l'heure, qui reste pour moi une énigme, parce que je pense que nos produits ont une grosse influence sur la lymphe, mais c'est extrêmement compliqué à mesurer, parce que ça nécessite de rester à peu près 3 heures sans bouger. Donc il est compliqué de faire des tests sur 20, 30, 40 personnes. C'est très long, très compliqué. Et dès qu'on bouge, le protocole est cassé. Donc, voilà. Donc pour répondre à ta question, oui, dès le début, quasiment, on s'est mis, on a objectivé, on a ouvert un laboratoire donc à Besançon. On a été aussi très épaulé par la Française des Jeux, l'équipe de cyclisme à l'époque, qui comprenait, qui nous soutenait dans notre démarche. Et Compressport s'est bâti comme ça, là aussi, d'opportunités, de rencontrer des gens passionnés, et tout le monde parlait la même langue, la même envie. De faire avancer la performance du sportif. Alors justement, je voulais y venir par rapport au sport et au cyclisme. Aujourd'hui, beaucoup d'études ont été faites sur le bienfait, à la fois à l'effort et en récupération de la compression, quelle que soit la marque du produit. Paradoxalement, le triathlon utilise beaucoup les manchons de compression à l'effort, la course à pied, le trail, on l'a vu, et ça reste interdit par l'UCI dans le monde du cyclisme. Oui, tout à fait. C'est une vieille règle. Ils considèrent que c'est du dopage, donc ça peut pas s'utiliser. D'où, si on regarde l'évolution de la hauteur des chaussettes, par exemple, depuis Lance Armstrong, qui a toujours été on aime ou on n'aime pas le personnage, dopé, ça, non, on peut le dire. Mais néanmoins, il a toujours été. Enfin, moi, les premières dans le sport, je crois que quasiment aussi, ça a été. Il a aidé à faire en sorte que la chaussette de compression soit plus populaire. Il allait aux conférences de presse en short avec des grandes chaussettes, et à chaque fois, ça surprenait tout le monde. On a vu la taille des chaussettes chez Lance Armstrong, c'était tout de suite très très haut, et on voit aujourd'hui que tous les cyclistes utilisent des chaussettes de plus en plus hautes, et évidemment ça a des effets
je pense que les chaussettes qui sont utilisées aujourd'hui, même si elles ne sont pas compressives, nous on sait par exemple, on a objectivé là aussi la hauteur des chaussettes de compression pour arriver à voir jusqu'où elles pouvaient avoir un effet. Alors il s'avère que dans le cyclisme c'est un petit peu particulier, c'est beaucoup plus pour la partie aérodynamique que pour la partie veineuse. En tout cas pendant l'effort, hein. Alors, ouais, des coureurs, hein, de grands noms utilisent vos produits, en récup, donc on les voit pas forcément, à la télé ou sur les voitures ou sur le vélo, mais je crois que de grands cyclistes qui seront, dans le Tour de France dans quelques jours, utilisent vos produits. On va revenir sur le côté, évolution de la société puisque Compressport est créé en 2008. En 2017, un fait marquant, c'est-à-dire que vous êtes obligé ou tu obligé, à l'époque, je crois, c'est Jordi Solé qui est aussi le patron de la boîte. Je ne sais pas quel rôle tu as précisément à cette époque-là, mais vous êtes obligé de faire rentrer un fonds de pension pour gérer votre croissance, c'est ça? Alors, en fait, on n'était pas obligé à l'époque parce qu'on n'avait pas de problème, je dirais, de trésorerie. C'était plus une envie stratégique et d'arriver à donner, à canaliser, à rationaliser cette petite marque qui grossissait très vite. Et j'avais vraiment voilà cette vision, cette envie de rationaliser. Donc on pensait bien qu'on allait avoir une crise de croissance à un moment donné, et et donc ça devait, dans mon esprit, ça devait passer à la fois par rationaliser au niveau des process, rationaliser aussi au niveau des intervenants. Je le répète, on avait voilà, moi ma vision, c'était vraiment à cette époque-là, on rencontrait des gens, ils comprenaient la marque, on collaborait, on créait un bureau, on créait une équipe, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une équipe à Barcelone d'une vingtaine de personnes, qu'on s'est retrouvé. Donc on avait en France, on avait à Barcelone, on avait au Portugal, avec à chaque fois, on avait dans le sud, enfin au centre de Portugal et dans le nord, on avait à l'île Maurice, et c'était voilà, à chaque fois on rencontrait, on partageait cette passion commune sur Compressport, cette compréhension et cette envie de faire décoller cette start-up. Et il nous fallait, on savait, enfin, j'imaginais que pour arriver à pérenniser tout ça dans le temps, il fallait qu'on apporte de la rationalité. Donc la rationalité, ça passe par des profils. Euh, euh, on cherchait des gens, d'autres profils qui viennent rejoindre l'équipe, et par ça, il fallait aussi consolider la partie financière. Donc on avait anticipé cette partie-là. Et c'est comme ça que ça s'est fait, et je ne le regrette pas. Non, je dirais, je le referai. C'est sûr, je le referai. Et le fond avec lequel on est toujours aujourd'hui, ça se passe vraiment très très bien. Je le referai probablement un petit peu différemment, mais il est évident que je le referai. Alors, pourquoi justement aller vers un fonds de pension plutôt que des investisseurs privés, des business angels? Est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il y a entre ces deux univers, même si à la fin l'objectif est de financer la croissance d'une société et d'en tirer des bénéfices? Alors, pour être très honnête, ça s'est fait quand j'ai commencé. En fait, j'avais mandaté donc un intermédiaire pour nous aider dans cette démarche, et il s'est avéré que 8 jours après, on avait des propositions, et on a eu énormément de propositions pour nous accompagner. Donc on a ensuite, ça c'est une histoire de rencontres aussi, et avec Calcium Capital, c'est avec eux qu'on a eu envie de travailler, en tout cas que j'ai eu envie de travailler très rapidement. Et on a rencontré de très très gros fonds, de plus petits, et eux n'étaient pas un gros fonds, mais ils avaient un discours qui nous plaisait, une attitude, et puis aussi voilà, ils avaient une vision qui nous plaisait beaucoup. Alors, quelle est aujourd'hui la répartition en termes de capital entre ce que toi tu possèdes, peut-être d'autres investisseurs et ce fonds de pension? Comment est structurée la société?
Alors, dans les jours à venir, ça va encore un petit peu évoluer puisqu'il y a une partie de l'équipe qui rentre dans le capital. Mais l'actionnaire majoritaire, c'est Calcium Capital. Nous, on reste le deuxième. Enfin, quand je dis nous, c'est Valérie, mon épouse, et moi-même. On reste le deuxième actionnaire. Et ensuite, c'est composé essentiellement de l'équipe, dont Guillaume fait partie, dont voilà. Et aujourd'hui, il y a dans les jours à venir rentre dans le capital l'équipe de développement, donc des personnes du développement, voilà. Donc, l'idée, c'est de consolider la famille. Avec tout ce recul qui est à la fois long et très jeune pour une entreprise, est-ce qu'aujourd'hui tu crois qu'en 2024, on a largement dépassé le stade du 21e siècle, on peut encore créer sa société au fond de son garage comme vous l'avez un peu fait? Oui, je pense. Je pense peut-être même encore plus comme on l'a fait à l'époque que comme on a pu le faire il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des NVB, on a et donc de ce lancement via le digital. Et je pense que la partie offline, online est dans le lancement d'une nouvelle idée, d'une start-up. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle réflexion qui va se faire à ce niveau-là. Il n'est pas exclu que je suis assez convaincu par le DTC parce que on est né par le DTC d'une certaine manière, mais pas mais quand on imagine DTC, on imagine tout de suite digital, alors qu'il y a du DTC offline, là où se retrouvent les gens, là où on s'est retrouvé autour d'un bout de stand à l'époque à l'Ironman de Nice. Et il n'est pas exclu qu'il y ait des démarrages, de nouveaux démarrages qui passent par cet intermédiaire-là. Pourquoi ? Parce que le fait d'être au contact direct avec son consommateur, alors si aujourd'hui on le fait via le digital, ça paraît tout à fait logique, mais il y a une immense, il y a une énorme à la fois concurrence et un énorme trafic, alors que peut-être autour d'une idée, on va et d'un lieu comme un événement sportif, eh bien on va être en direct, on va voir si les gens s'arrêtent et on va pouvoir mesurer l'attractivité. J'aurais tendance à dire que c'est comme ça que je redémarrerai aujourd'hui. Premièrement, en testant un concept en DTC offline. Au vu des questions et des réponses, je contre-testerai sur le digital et pour reconstruire derrière une stratégie retail et autres. Mais oui, pour schématiser, il est possible que on refasse un bond en arrière, mais je reste persuadé que oui, il y a encore énormément de place pour de nouvelles idées et on a besoin de ces nouvelles idées pour avancer. Parce que sinon, je trouve que on a un peu tendance à suivre, voilà, c'est un peu guideliné sur il y a telle tendance en termes de design, en termes de produits, en termes d'environnement. Et je pense qu'il faut absolument que à chaque fois il y ait des nouvelles idées qui arrivent pour faire avancer l'innovation et les créations. Et challenger la concurrence au passage. Absolument, absolument. Alors, quand tu parles de DTC, c'est distributeur to consumer, hein, c'est le fabricant qui va te faire tester directement ce que tu as fait il y a 15 ans, le rayonnement du produit, son retour consommateur directement sur le terrain. C'est un peu ce qu'a fait aussi, on la connaît, la petite marque que tu suis du côté d'Annecy et qui est partenaire de ce podcast, Wise, Oui. qu'on voit à la fois sur le salon comme la Maxi Race l'autre jour, mais qui a aussi une très forte implication. Donc j'allais te demander quels seraient les 3 conseils, tu les as donnés tout naturellement. C'est, je pense, des bons conseils sur
sur aujourd'hui ce qu'il faut pas hésiter à aller mouiller le maillot le matin sur des salons partout un peu en France et ailleurs pour pouvoir avoir la reconnaissance de son public. Je partage complètement. Euh, Sylvain, on va passer à une autre partie qui était très très chère et tu en as parlé tout à l'heure dans ce côté un peu affectif où tu impliques aussi tes salariés, ton personnel dans le capital de la société. Pour toi, est-ce que la vision événementielle athlète a été une évidence dès le début? Ah oui, oui, absolument. On en a un petit peu parlé précédemment, mais en ce qui concerne les athlètes, moi j'avais vraiment une passion gamin, comme beaucoup, hein, ces grands athlètes. Enfin, j'ai toujours eu des athlètes dans le ski, dans le rugby, dans l'équitation. Donc j'ai toujours eu de grands athlètes, de grands aventuriers en sport de montagne. Donc des Patrick Béraud, des Edlinger, c'est des gens qui me faisaient rêver et qu'on n'avait pas toujours, enfin l'accès, on n'avait pas toujours un accès direct à ces gens-là. Donc il s'est avéré que quand chez Compressport on a eu cette possibilité d'être au contact direct, ça a été vraiment un partage avec les athlètes et ça m'amusait beaucoup, ça nous amusait beaucoup parce que c'était vraiment toute l'équipe était dans le même état d'esprit, mais ça nous amusait de bâtir les produits pour eux et avec eux. Et on le voit encore, je veux dire, cet extraordinaire jeune athlète qui est Sam Laidlaw, champion du monde. Je veux dire, c'est un gars qui, quand on l'implique dans le développement de produits, mais tous sont comme ça. Aurélien, enfin, sans exception. Alors il y en a qui sont plus doués que d'autres. Il y a certains, le pire qu'on peut avoir avec un athlète, c'est quand tout lui va. Mais d'une manière générale, ils utilisent tellement les produits et ils sont eux-mêmes critiques et donc les retours que l'on a sont fabuleux. Et derrière, notre jeu, c'est de mettre, d'avoir une équipe derrière qui permette de customiser et de réaliser en fait leurs rêves. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a un petit atelier et c'est ce qui se passe au niveau des vestes, des sacs à dos, des headwear. Donc oui, tout de suite, ça a été vraiment très important. Dès le départ, vous avez eu des grands noms, hein. On se souvient Sébastien Chéniaud, vous avez eu Julien Chaurier, et surtout aussi un certain Ludo Pomeray qui est fidèle avec vous, comme il est fidèle avec Oka depuis le début. C'est aussi ça la force d'une marque, d'avoir des athlètes de ce calibre-là, mais aussi avec cette forte amitié que tu entretiens toi particulièrement avec eux. Alors vraiment, je pense qu'on l'entretient tous, mais c'est vrai que, enfin Ludo, Sébastien, on était encore en contact il y a quelques jours. On a développé le sac à dos ensemble. Euh, euh, et c'est un cas intéressant parce que on a développé le premier sac avec Sébastien. On a développé l'évolution de ce sac. On a peaufiné ce sac avec un Jordi Gamito et sans eux, véritablement, on n'arriverait pas à avoir à un moment donné un produit presque parfait. Voilà. Et chaque intervention de leur part nous permet de nous challenger à nouveau pour donner encore un autre niveau au niveau des produits. Après, la relation que j'ai avec eux, c'est vrai qu'ils ont, enfin, j'ai beaucoup, tu l'as compris, beaucoup de respect pour eux et ils ont énormément de respect pour moi. Ludo est quelqu'un de particulier, ouais, parce qu'il est là avec nous depuis le tout début. C'est pratiquement un de nos premiers athlètes et on voit encore ses dernières performances. Bon, on sait, il est toujours dans l'équipe parce qu'on a aussi, on a gardé des relations très fortes avec certaines légendes, dont Ludo à un moment donné, je sais pas, dans une quinzaine d'années fera partie, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus nécessairement professionnels, mais je pense à des Frédéric Van Lierde avec lequel on s'appelle minimum une fois par mois.
Craig Alexander, Frédéric Van Lierde, des gens comme ça qui sont restés les légendes de Compressport. C'est ça aussi l'ADN de la marque, d'avoir cette proximité avec des grands athlètes et pas forcément d'avoir été toujours dans une relation contractuelle avec de l'argent et tout, mais aussi d'avoir cette relation, on y viendra aussi avec un grand coureur juste après, mais c'est ça, Compressport. Oui, alors c'est un point intéressant. Quand on a démarré il y a 15 ans, il s'avère que, j'insiste sur ce point-là parce il est important. À l'époque, les athlètes qui avaient une licence pro, en fait, étaient très très peu payés. C'est des gens qui vivaient très mal. Je dis pas qu'aujourd'hui tous vivent bien, bien loin de là, mais ça a énormément évolué. J'avais installé à la base, et c'est dans nos contrats dans nos contrats de distribution partout dans le monde, on obligeait nos distributeurs à payer les athlètes et pas à simplement les fournir en produits. Pourquoi ? Parce que le travail, la décision, le choix de vie d'être un athlète professionnel, c'est tellement de travail, tellement de contraintes, et on s'apercevait que dans 95% des cas, ils n'étaient pas payés. Donc nous, quelle que soit la somme, ils étaient obligés, on obligeait nos distributeurs à les payer. Et c'est ce qui s'est passé avec tous nos athlètes, donc avec un minimum plus ensuite des primes aux courses. Et ce phénomène a tellement pris qu'aujourd'hui, on est un peu pris à notre propre jeu, c'est-à-dire que certains de nos athlètes, un grand nombre de nos athlètes, et on n'a qu'à regarder les 4-5 dernières années, arrivent chez nous, explosent chez nous et ensuite partent dans de très très grosses équipes. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça et je suis content pour eux puisque le plus important c'est qu'ils aient réalisé leurs rêves et qu'ils aient les moyens aujourd'hui de continuer à réaliser leurs rêves. Vous avez quand même réussi à garder un Aurélien Dunant-Palaz que vous avez aussi accompagné depuis le début et qui réalise l'an passé un doublé magique entre la Hard Rock et le Grand Raid de la Réunion. Oui, absolument. Et Aurélien fait partie de ces gens. Enfin, tu le connais merveilleusement bien. J'ai vu Aurélien il y a une quinzaine de jours. Aurélien aujourd'hui est devenu on peut dire, fait partie des stars de ce sport. Et les propositions affluent et il a mis un point d'honneur à rester avec Compressport pour les années à venir et c'est vrai que on se dit que il l'a fait d'une manière complètement naturelle et c'est une manière de nous dire que il nous respecte et ça c'est génial. Quand on le connaît, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, mais on a eu dans le passé d'autres athlètes où on s'attendait à avoir à peu près la même démarche, et ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est le jeu. Mais oui, on a fait un petit déjeuner dernièrement, il y a une quinzaine de jours avec Aurélien, où on en a parlé, et c'était très agréable. C'est quoi aujourd'hui l'enveloppe d'un athlète pro chez Compressport en trail, à peu près? Ouais, c'est compliqué à dire déjà parce qu'il y a une partie fixe et puis parce qu'il y a les primes et puis c'est des choses qui restent un petit peu confidentielles. Si les athlètes ont envie d'en parler, il y a pas de problème, mais j'ai pas envie ni enfin oui, c'est quelque chose qu'on va garder confidentiel. Non, mais je pense qu'on a servi aussi pour beaucoup, hein, je pense à un athlète, un Pau Capel par exemple, qui est vraiment né chez Compressport, euh, qui a eu cette évolution dans cette très très belle marque et je sais pas si il y a probablement financièrement gagné, mais c'est pas sûr que derrière euh, il ait eu la même évolution qu'il avait avec nous et je pense qu'un schéma que peut prendre un Aurélien il a besoin de stabilité, les athlètes ont besoin de stabilité. Et, et je pense qu'on apporte, je pense qu'Aurélien aujourd'hui conserve cette très belle stabilité et avec le pool de marques qui le supportent, il a aujourd'hui là, il commence à avoir des revenus qui lui permettent de confortablement vivre et pouvoir vivre de sa passion.
Alors, tu parlais de confort et de stabilité. On a tous vu et lu le récit de Davidos sur le média Distance Plus de Nicolas Fréret. On a lu enfin moi j'étais perturbé par cette descente aux enfers. J'imagine que tu étais au courant, tu l'as vécu et que tu as eu aussi un rôle auprès de lui pour qu'il essaye de retrouver cette envie de revenir au sport et d'arrêter la déchéance dans laquelle il était tombé. Je vais être très honnête, j'étais pas au courant. Et je l'ai appris il y a quelques mois et alors que David était à la maison avec la famille il y a 4 mois à peu près, ouais, à peu près 3-4 mois, on a passé un peu de temps ensemble, mais non, j'étais pas au courant et ouais, j'étais très très attristé, ouais. Mais de l'autre côté, là, il est reparti. Il s'est lancé un challenge il y a quelques semaines et on a travaillé ensemble pour créer son sac à dos. Et aujourd'hui, il est très bien dans sa tête. Et je pense que cette épreuve a été bénéfique au final. C'est aussi ça de pouvoir être là dans les moments durs pour un athlète et pas de le laisser tomber. On a, on a vu aussi l'évolution de la marque sur l'événementiel. L'événementiel, tu l'as dit, t'es rentré directement à l'Ironman de Nice en 2008. Puis en 2014, c'est l'UTMB. Tu as tout de suite senti que l'UTMB était la grande porte de l'évolution du monde du trail. Oui, en fait, c'est là aussi une histoire d'attractivité, d'accueil. Donc on avait cette très belle expérience que l'on avait avec Ironman où on avait dupliqué donc la même stratégie sur les différentes courses dans le monde entier et ça correspondait en effet à l'époque, on s'intéressait au trail parce que nous-mêmes nous nous intéressions au trail. Et donc l'UTMB, on a eu l'opportunité de prendre un tout petit stand à l'époque. Ça faisait, je crois que c'était un 3x3, et tout de suite on a vu que ce que l'on avait vécu sur le triathlon, on était en train de le vivre de la même manière. On avait les mêmes retours sur le trail. Et donc on a décidé, on a eu l'opportunité derrière de remplacer à l'époque BV Sport pour pouvoir devenir partenaire. Et comme on adorait, que l'on savait très bien activer, puisque pour nous vraiment le fait d'activer les événements, se retrouver avec les athlètes, partager, et on a créé ces fameux morning run. On a, enfin, les fêtes à Chamonix, le fameux Thanks God, I'm Not Racing, et voilà. Et en fait, on a toujours été à la fois passionné, et pour cela, Guillaume y est pour beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui a une merveilleuse vision pour tout ce type d'événement. Et donc, oui, on a fait exploser, je dirais, on a créé l'événement dans l'événement. C'était vraiment quelque chose que l'on répétait, que l'on adaptait et que l'on faisait évoluer par rapport à ce que l'on avait vécu et ce que l'on vivait sur la partie triathlon. Alors c'était aussi une évolution nécessaire aujourd'hui en 2022-2023 d'aller sur les UTMB World Series. J'imagine que l'investissement est très élevé pour une marque comme Compressport, que vous n'êtes pas Oka, North Face, Adidas. Est-ce qu'aujourd'hui l'investissement est rentable? Il n'est pas nécessairement rentable, mais si on le prend en tant que tel, euh, mais par contre, il est important de continuer. Moi, j'ai vu beaucoup de marques, en fait, sur les 15, 20 dernières années, puisque même c'était une grosse réflexion. À peu près tous les 5 ans, il y a une nouvelle marque qui arrive sur le marché, que ce soit sur le trail ou sur le triathlon. Et cette marque, elle a un pic et souvent elle disparaît. Et il y a très peu de marques qui restent. Et quand elles restent, elles refont un tour.
Bon, nous, c'est le 3e tour qu'on fait, donc on est de plus en plus solide. Et d'une certaine manière, c'est un passage pour nous incontournable que celui et la logique est de plus en plus logique pour les marques. Et quand on voit en effet la place que prend Oka aujourd'hui sur Ironman et sur l'Ultra Trail, je pense qu'on s'est pas trompé à l'époque. On le fait bien sûr à un moindre niveau, mais on conserve ce principe que d'être là où les athlètes sont, là où pendant les courses. Et oui, la logique reste indispensable pour moi. Là aussi, sur l'UTMB, tu as été visionnaire, parce que je crois que dès le début, tu as voulu imposer à Compressport, ou en tout cas marquer ton identité en créant des produits dérivés spécialement au nom de l'UTMB. Alors au début, pas forcément toujours au bord des lignes jaunes, mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Mais ça aussi, c'était un côté internationalisation sur le modèle Ironman. C'était vraiment la base toujours, c'est ça part de l'athlète. C'est-à-dire on va faire une course, on veut repartir avec un produit, on veut continuer à rêver tout au long de l'année avec la course que l'on a pu faire. Donc le produit, c'est une manière de montrer qu'on a fait l'Ironman ou l'UTMB, et c'est aussi la possibilité de se rappeler à soi-même quand on remet ses chaussettes UTMB ou Ironman, ben, on est un finisher, on est un participant, voilà. Donc très vite, en fait, à l'époque, le merchandising chez Ironman existait, mais c'était vraiment des produits, beaucoup de produits très cheap. Et ensuite, Ironman a mis en place une organisation pour dans les tentes avec ils ont eu une stratégie très carrée qui était de se dire je veux vraiment avoir des produits techniques, proposer des produits techniques, arrêter tous les petits tous les goodies et tout ce type de choses. Donc on a participé à ça. Mathieu Van Veen, donc qui est vraiment quelqu'un avec lequel j'ai une relation très forte depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, on a joué au ping-pong, c'est-à-dire il avait une envie et moi je répondais à cette envie, on testait, on voyait que ça marchait et à partir de là, on consolidait. Et sur l'UTMB, voilà, très vite. Alors au début, en effet, on faisait ça un petit peu. C'était un peu sauvage, si c'est à cela que tu fais référence. Mais ensuite, voilà, ils ont compris qu'il y avait une vraie idée, que c'était pas simplement une histoire d'argent, mais c'était une histoire de pouvoir canaliser, faire des produits euh, propres. Et on a eu un partenariat immédiatement très fort. Ça a très très bien marché pour les deux camps. Et aujourd'hui, on équipe en effet les tentes merchandising, nos propres tentes, et on applique la même chose chez Ironman et chez UTMB. Mais dans bien d'autres courses, hein, puisque si on regarde en Suisse, Trail Verbier, enfin, il y avait, je crois, 300 événements où on était présent dans le monde, et à peu près 200 événements sur lesquels on faisait des produits merchandising. Avec systématiquement, là aussi c'était important par rapport à ce que j'avais pu voir dans le passé, avec d'autres marques, c'est des vrais produits. La performance des produits, c'est pas des t-shirts logotés, c'est vraiment les technologies utilisées sont les technologies utilisées pour nos produits performance. Alors justement, la comparaison UTMB, Ironman, trail et triathlon, aujourd'hui on connaît l'évolution du trail, hein, très forte, avec forcément l'UTMB aussi qui tire la médiatisation vers le haut. Tu l'imagines comment cette évolution dans les prochaines années du monde du trail? Est-ce qu'on va continuer sur cette courbe ascendante? Est-ce qu'on va arriver à un plateau? Est-ce qu'on va avoir des transformations radicales? Toi qui voyages beaucoup, qui vois ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est quoi ta vision? Euh, Hier, il y avait 5000 participants à Nice. Ça fait du monde, hein. On voit que tous les chiffres explosent.
je dirais qu'il y a 10 ans, j'avais une vision claire. Je croyais, alors qu'il y a 10 ans déjà on parlait, enfin, on imaginait que le trail allait stagner, voire redescendre. Et moi j'avais une vision, enfin je pensais qu'il n'y avait aucune raison que le trail stagne et redescende. Aujourd'hui, je vais être très honnête, je sais pas. Il y a de plus en plus de passionnés. Mais je sais pas comment ça va évoluer au niveau des courses. C'est vraiment très honnête ce que je te dis là. Je fais confiance quand je vois l'organisation, la vision et l'implication que peut avoir Ironman, qui a été beaucoup critiqué quand ils sont arrivés chez UTMB. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris ce qu'ils avaient apporté et ce qui était et le fait que le spirit soit conservé. En tout cas, c'est ma totale opinion. Voilà, je me dis que ils ont une vision qui est probablement plus éclairée que la mienne. Moi, je rêve d'une seule chose, c'est qu'il y ait de plus en plus de participants, qu'ils soient sur les courses ou hors des courses. Et je passe une partie de mon temps dans un pays merveilleux qu'est le Portugal, et où quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de sportifs. Il y avait quelques sportifs. C'était des fous, mais on pouvait dans les montagnes qui bordent Lisbonne, je pouvais me retrouver 10-11 heures. À l'époque, je m'entraînais pour la Diag, et je pouvais faire 10-11 heures en croisant une personne. Et la semaine d'après, je croisais la même personne. Aujourd'hui, à 6 heures du matin, c'est plus possible de se garer. Il faut y aller en scooter parce que sinon, t'as pas de place pour ta voiture. Et ça, c'est vrai pour le triathlon, c'est vrai pour le trail, c'est vrai pour... Donc, ce qui est formidable, c'est que ces gens-là s'entraînent pour une course, mais s'entraînent plus. On sait que le client, enfin l'athlète Compressport s'entraîne plus de 5 fois par semaine, et c'est ça qui est formidable. Maintenant, est-ce que moi je reste persuadé que ces événements comme l'UTMB continueront. La manière dont ils le gèrent aujourd'hui, un petit peu comme c'est fait pour Hawaï, c'est-à-dire qu'il y ait des qualifications pour aller sur des gros événements de ce type-là. Oui, je pense que ça sera probablement une des évolutions. Mais on voit que dans le road running, ça explose, enfin le marathon explose littéralement. Donc j'ai pas sur on va dire les 5 ou 10 prochaines années, j'ai pas vraiment d'avis. Mais j'espère une seule chose, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'entraînent tout au long de la semaine. Alors, tu parlais des critiques qu'on émané à l'arrivée d'Ironman. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs circuits qui existent, hein, les Golden, le Skyrunning, les World Trail Major, la Ligue Ultra qui vient de se créer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque que l'UTMB et l'Ironman, la vision d'Ironman, viennent mettre une chape de plomb là-dessus et ils écrasent tout le monde? Je pense, si on reprend encore l'exemple de ce qu'ils vivent sur l'Ironman, il y a un autre circuit, enfin il y a plusieurs circuits qui existent, Challenge, PTO. Ironman reste Ironman. Je crois que eux-mêmes, comme ils sont leaders, mais on pourrait se reporter. Ça me fait penser à Nike, Adidas et les autres marques. Le marché s'ouvre. Et on voit que moi je pense qu'il n'y a pas de risque, il y aura toujours un leader, et il faut un leader, et il faut avoir l'envie de rester leader, et derrière il faut qu'il y ait des gens qui rêvent à créer d'autres circuits, parce que on est toujours là encore on part d'un rêve, d'une passion, et il y a des passions qui survivent, et puis d'autres qui meurent. Enfin, il y a des passions, il y a des histoires qui survivent et d'autres qui meurent. Mais moi, je trouve pas ça anormal aujourd'hui. De toute façon, l'UTMB est une marque au même titre que Compressport est une marque, avec les mêmes objectifs, les mêmes engagements, le même stress.
et c'est le consommateur qui décide. Je pense que oui, Ironman fait tout pour rester leader. Ce qui s'est passé avec PTO est vraiment intéressant. Et on voit Ironman qui a évolué dans un sens et PTO qui continue à exister et à grossir. Et les athlètes pros au milieu qui gagnent mieux. Et donc, j'ai l'impression que tout le monde fait son job. C'est pas mal. On a l'impression que c'est vraiment en ce moment une marmite qui est en train de bouillir et le feu est à fond. Donc tant mieux. On pourrait passer des heures, Sylvain. Je sais qu'on a déjà beaucoup échangé, même en dehors des courses parfois, quand on se retrouvait à boire une bière ensemble. Je voudrais juste finir. C'est quoi ton prochain défi à toi? C'est un défi sportif? C'est un défi personnel ou c'est un défi business? Euh, ouais, c'est vrai que alors mon premier défi, je dirais aujourd'hui, alors je suis pas très vieux, mais je suis plus tout jeune. C'est-à-dire que on sait qu'on n'a plus nécessairement 15 ans, 20 ans pour faire les choses. J'ai 57 ans aujourd'hui, donc mon premier défi, c'est bien vieillir. Et bien vieillir, ça passe. J'aimerais bien continuer dans euh, dans l'état où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas avoir de douleur, ne pas avoir de problèmes médicaux, pouvoir j'ai dans les rêves, je rêve de traverser la Nouvelle-Zélande en vélo et puis de pouvoir l'année d'après la traverser en courant. Ça fait partie des choses qui m'amuseraient beaucoup. Donc, pour ça, c'est un vrai défi que de s'entretenir tous les jours. Et s'entretenir, c'est aller faire du sport tous les jours en ayant l'envie d'aller faire du sport tous les jours. Donc voilà, ça c'est pour la partie vraiment personnelle. Et après la partie business, quand on court beaucoup, on réfléchit beaucoup parce que ça active l'oxygène, la circulation sanguine. Et je rêve, oui, bien sûr, que j'ai toujours des rêves de produits. Et les meilleurs moments dans le business que je peux passer, c'est quand on échange et qu'on construit, que ce soit des produits, que ce soit l'ouverture de nouveaux marchés. Et oui, c'est ce qui m'anime, c'est clair. Donc, puis j'aide un petit peu. Aujourd'hui, j'investis un petit peu dans certaines startups aussi qui m'intéressent dans leur positionnement, et c'est souvent des gamins qui ont moins de 30 ans et qui ont une vision que je peux plus avoir et ils m'impressionnent. Donc voilà, je dirais il y a du sportif et il y a du business. Alors, j'associe aussi évidemment Valérie, hein, ta femme, qui est une femme de l'ombre mais très efficace, avec qui j'adore travailler et qui est aussi pour beaucoup dans cette success story. J'appellerais même ça presque cette family business story parce que c'est vraiment une histoire de famille et on sent que l'identité que vous avez donnée à cette entreprise, c'est aussi une entreprise très famille, où en fait il y a une forte connotation sur les regroupements. Où on voit même Guillaume, c'est presque ton fils spirituel quelque part. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. Juste pour terminer, Sylvain, est-ce qu'on peut redonner quelques chiffres qui concernent Compressport, le poids de la marque aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, le nombre de distributeurs, le nombre de pays dans lesquels vous êtes distribué et le nombre de produits, si tu les as, parce qu'on n'a pas parlé vraiment produits, mais vous faites à la fois de la chaussette, le produit initial, jusqu'aujourd'hui au sac à dos, en passant par les textiles. Est-ce que tu as ces quelques chiffres-là? Alors sur le marché aujourd'hui, bon, nous on n'est pas en direct dans nos pays, donc on est vraiment au niveau 1, je dirais, mais on représente oui à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché, entre 80 et 120 millions d'euros sur le marché. Donc le nombre de pays, on est très vite. Il y a à peu près une dizaine d'années, on était déjà à peu près une centaine de pays. On a des pays qu'on a plus ou moins fermés, réouverts, mais on est toujours en effet sur une centaine de pays aujourd'hui. Au niveau des produits, en effet, on équipe aujourd'hui des pieds à la tête avec toujours la même stratégie et philosophie où tout est pensé
il y a de l'inspiration, bien sûr. On s'intéresse beaucoup à ce que font nos concurrents, mais on a une immense part d'innovation où nos produits, on regarde nos chaussettes et on regarde nos vestes, mais on regarde nos headwear. C'est des produits qui sont à chaque fois très originaux et où là aussi on travaille beaucoup sur le besoin du consommateur, de l'athlète. Donc voilà, ça représente, on doit avoir à peu près 80 produits différents. Merci Sylvain, on a passé près d'1h10 ensemble. Je sais qu'on aurait pu en passer 2. En tout cas, je sais aussi que tu es toujours très à l'écoute de ce que peuvent te dire les athlètes, les consommateurs. Les gens peuvent venir te voir. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas trop, on connaît pas trop ton visage sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, si les gens ont l'occasion de te rencontrer, c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Je sais qu'on a souvent fait après des courses ou sur des salons. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps-là aujourd'hui et d'avoir exprimé ce qu'était le monde de l'entreprise, le monde de la passion du sport. Et j'ai bien compris surtout une information que je partage, c'est que c'est souvent avoir l'envie et c'est une question d'opportunité. Donc on va retenir ça de cet entretien. Et puis surtout que même si on est autodidacte comme tu peux l'être, eh ben on peut parfaitement réussir sa vie. C'est vrai, je confirme. Merci beaucoup à toi. Merci Sylvain. Et puis rendez-vous du côté sans doute de Chamonix fin août sur le stand de Compressport et probablement au départ d'une course pour toi en préparation des championnats du monde de triathlon. Oui, absolument. Chamonix, ça c'est une certitude et oui, très probablement un full Ironman au milieu avant Topo en Nouvelle-Zélande. Et au départ d'une course à Chamonix ou pas? Ah, alors écoute, c'est amusant, mais j'ai dit à Mathieu que j'allais l'accompagner un morceau au départ et à l'arrivée de la l'OCC, mais j'avais envie de voir avec Guillaume s'il pouvait pas me trouver quand même un petit dossard. Ça me retitille d'aller courir en montagne. Donc s'il arrive, je lance un appel, Guillaume, si tu peux me négocier quelque chose, je serai partant pour faire une petite course sur Chamonix. Voilà. L'appel est lancé. Merci Sylvain et puis merci à toi. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.